aristocratie des lecteurs. Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, je ne sais pas si j'y appartiens, mais je suis persuadé qu'il faut une aristocratie de lecteurs. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Que pensez-vous du livre de poche? Beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire, finalement, qui n'avaient jamais ressenti le besoin de lire. Qu'est-ce que je fais? Je veux pas le dégommer à l'arbalète, quand même. On les a amenés là, avant ils disaient nous deux ou l'avion. Vous croyez donc appartenir à une aristocratie des lecteurs. Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, je ne sais pas si j'y appartiens, mais je suis persuadé qu'il faut une aristocratie de lecteurs. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Que pensez-vous du livre de poche? Beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire, finalement, qui n'avaient jamais ressenti le besoin de lire. Qu'est-ce que je fais? Je veux pas le dégommer à l'arbalète, quand même. On les a amenés là, avant ils disaient nous deux ou la vie en fleurs. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Ce qui leur a donné une espèce de prétention intellectuelle qu'ils n'avaient pas. C'est-à-dire que avant les gens étaient humbles devant finalement la littérature, alors que maintenant, ils se permettent de la prendre de haut. Les gens ont acquis le droit de mépris maintenant, ce qu'ils n'avaient pas avant. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Bonjour et bienvenue sur Radio Sapristi, l'émission de radio de l'association Sapristi sur Fréquence Mutine. Si vous ne connaissez pas, nous avons deux librairies solidaires, l'une à Recouvrance, juste après le pont sur la gauche, 10 rue de la Porte, et l'autre du coup au centre-ville, à la PAM, derrière Dialogue. Nous récoltons des livres de particuliers, de professionnels, afin de les revendre pas cher, à petit prix, et d'assurer ainsi un accès à la culture pour tout le monde. Donc moi, c'est Nito, et Anaïs est en face de moi. Comment vas-tu, Anaïs? Ça va et toi? Ça va, t'as vu, j'ai allumé ton micro. Wow. Incroyable. C'est la dernière, tu te surpasses là. Ah oui, bah, je vais tout donner. Hein. Bah écoute, aujourd'hui on est avec Ariane de la boutique La Pince. C'est une friperie multifonction. Donc c'est une friperie, une mercerie et un atelier de couture sur mesure. Ce qui fait d'Ariane le couteau suisse de la couture brestoise. Est-ce que cela te convient, Ariane? Je vois qu'elle se marre. Donc, soit j'ai complètement foiré. J'aurais pas dit qu'elle avait un côté MacGyver comme ça. Mais Alors soit j'ai complètement foiré mon intro, soit ça lui fait marrer pour de vrai. Non, ça me fait marrer. Bon, bah alors ça va. Peut-être les deux, alors. Ouais. Bon, ben, tout va bien, détends-toi. Nous sommes sur Fréquence Mutine, il n'y a pas de souci. Ça va, je suis détendue. Du coup, tu gères avec une équipe de bénévoles la friperie La Pince au 6 rue Monseigneur Graverand à Saint-Martin, à l'angle de la Fournée de Brest. Meilleure boulangerie de Brest, d'après Erwan. J'ai jamais dit ça. Non, c'est une très bonne boulangerie, mais c'est pas dit que c'est la meilleure non plus, quoi. Et en face du magasin à l'ombre des marques, si on peut résumer ça comme ça. Pas loin, si oui. vous n'avez pas du tout le même cœur de métier, on va dire. Pas tout à fait, non. Du coup, comment tu décrirais La Pince? Alors, déjà, La Pince, avant d'être une boutique, c'est avant tout une association. Voilà. C'est une association, nous on se dénomme plutôt en tant que ressourcerie textile. Puisque la boutique est une des activités de La Pince, mais avant d'avoir une boutique, c'est aussi un lieu où on accueille plein de monde, plein de gens qui s'intéressent à la couture, qui s'intéressent aux vêtements, qui s'intéressent au textile. Plein de gens aussi qui ont envie de se débarrasser de textiles, puisque tout ce qu'on a dans la boutique, c'est des choses que l'on récupère. Voilà, ce sont des apports volontaires de particuliers ou de structures. Voilà, La Pince, c'est une boutique, c'est aussi un atelier, et on peut dire que la majorité des activités, des actions de la vie associative de l'asso se passe dans l'atelier, où on fait de la réparation de vêtements qu'on récupère et qu'on remet en rayon, qu'on remet en circuit du coup, plutôt qu'ils partent à la poubelle. Et puis où il y a des cours de couture, et puis aussi on accueille d'autres associations, d'autres structures pour la pratique de la couture. Anaïs hier me disait que ça s'apparentait un petit peu à Sapristi, mais dans le milieu
textile, on va dire. Ouais, oui, c'est vrai que ça y ressemble dans le sens où c'est de la récup. Ouais. C'est de la récup, il y a du tri, il y a... Après, je sais pas si vous retapez des bouquins, mais on a ce côté-là aussi. Je crois pas qu'on ait cette compétence encore. Non, on retape pas les bouquins, non. D'ailleurs, non. Une petite voix derrière. Il y a une petite voix derrière qui fait non. Et puis quand vous nous ramenez des livres nuls, merci de les garder pour vous, c'est ça? Non, je dis que ce serait cool. Oui, ce serait cool de pouvoir réparer les bouquins. Du coup, ce serait faire papeterie en plus, quoi. Oui, ce serait faire papeterie si on a envie de faire la... Ouais, exactement. Si on a envie de faire la comparaison. Déjà, quoi, on a une boutique à la PAM, hein. On pourrait peut-être refaire fonctionner la PAM, du coup. Oh là là. Ouais, voilà. Mais oh là là, trop de... Quelle ambition. Ça va trop loin. Je rappelle juste que les machines de la PAM sont entourées de tables où il y a des gens qui viennent manger et boire. C'est un petit peu compliqué. Qu'elles ne sont absolument pas fonctionnelles et qu'elles font office de musée maintenant. Exactement, oui, ça c'est un détail. Du coup, depuis quand la friperie est ouverte? Et comment t'es venue l'idée puisque je crois que t'es pas de Brest, non, à la base? Non, je suis pas de Brest, mais bon, ça fait quand même... J'ai été bien adoptée depuis. Oui, ça fait quand même une dizaine d'années que je suis là. La pince existe depuis septembre 2013. Voilà, donc ça va faire 11 ans, là, en septembre. À l'origine, on était trois... On était 3 personnes, 3 nanas. On s'était rencontrés dans une recyclerie qui existait à l'époque, qui s'appelait Le Boulon, qui était à Saint-Pierre. Qui grosso modo aujourd'hui est devenue Un Peu d'Air. C'est à peu près la même équipe qui a monté Un Peu d'Air. Et en fait, on avait envie de créer un lieu qui fasse un peu comme une recyclerie, mais qui soit vraiment dédié aux pratiques de la couture, des arts plastiques aussi à l'époque, puisque dans l'équipe, il y avait aussi une plasticienne. Il y avait une plasticienne et on était 2 à travailler plus autour du vêtement. Et on avait vraiment à cœur d'avoir un espace qui soit comme si c'était, on va dire, un lieu qui soit beau, un lieu qui soit accueillant et malgré tout où on puisse trouver à se saper pour pas cher. Voilà. Et c'est exactement ce que je peux ressentir en tant que cliente, puisque du coup, je sors de ma neutralité journalistique. Est-ce que tu en as déjà eu une? Oh bah merci, c'est gentil. Non, mais on va pas faire semblant qu'on se connaît pas, Ariane. Je connais depuis un petit moment quand même déjà. Et du coup, je suis quand même assez cliente. Et c'est vrai qu'en fait, la friperie, c'est une boutique chaleureuse où il n'y a pas de côté un peu austère du je viens acheter un vêtement à 3 € parce que je peux pas mettre plus, parce qu'il faut que je m'habille. Du coup, il y a la corvée de tatati, il faut que je m'habille et tout ça. Du coup, là, on est plus dans le plaisir, en fait. Ouais, alors ça aussi, ça j'allais dire, on est une association. On a un but... social, on a une attention portée aux personnes. C'est pas un lieu de pure consommation. Nous, c'est plutôt un lieu aussi où on peut créer du lien social, comme on dit. Enfin, voilà. C'est un lieu où les gens vont venir effectivement chiner, mais vont pouvoir aussi discuter. Et c'est ce qui se passe dans la boutique et à l'atelier. Oui, à l'atelier aussi, oui, c'est quelque chose de très convivial. Quand tu fais un atelier sur mesure, tu peux nous en dire un peu plus sur l'atelier sur mesure? Ouais, donc ça, c'est des ateliers qui sont... alors, on appelle ça atelier et pas cours, puisque c'est pas vraiment un cours comme on peut le voir à l'école. C'est plus de l'accompagnement au projet, donc c'est de l'accompagnement individualisé, mais au sein d'un collectif, puisqu'il y a 6 personnes qui peuvent être accueillies à l'atelier. L'atelier actuellement se passe le vendredi après-midi et le samedi après-midi, un samedi sur 2 par mois. Voilà. Et donc moi, je vais accompagner les personnes, quel que soit leur niveau.
Il n'y a pas de groupe de niveau, c'est quel que soit leur niveau, quelles que soient leurs attentes. Donc ça peut être, toutes les personnes peuvent venir soit toute l'année pour fabriquer, alors ça peut être pour fabriquer, pour faire des patrons, pour faire de la réparation, etc. Et puis ça peut être sinon sur un temps donné, il y a des gens qui vont s'inscrire sur 5 séances par exemple, pour vraiment avoir un accompagnement sur un projet sur lequel les personnes peuvent coincer. Ça peut être plein de choses, quoi. D'accord. Et du coup, c'est un projet, c'est une personne qui vient avec un projet et toi, tu l'aides à réaliser ce projet. Et du coup, ça peut être quoi comme projet, par exemple? C'est du plus infime au plus surprenant, on va dire. Il y a des gens qui arrivent avec de la réparation. Donc, c'est vraiment apprendre à combler des trous ou à faire que ce soit joli. Je lève le doigt. Ou ça peut être de la réadaptation aussi, des vêtements qu'on aime beaucoup, qui sont plus à notre taille, ou des choses qu'on a trouvées, qu'on aimerait un petit peu faire changer. Ça peut être ça, comme ça peut être vraiment partir d'un croquis, d'une idée, d'une envie, d'une photo aussi, et puis fabriquer donc la pièce de A à Z, y compris le patron à ses mesures. Après, il y a des personnes qui viennent, qui savent déjà coudre, qui sont à l'aise avec la couture et qui vont venir plus spécifiquement pour apprendre à faire de la coupe, ce qu'on appelle de la coupe, donc des patrons, quoi. Oui, du coup, il y a le patron, mais il y a aussi le modelage, en fait. Parce que tu peux être sur un mannequin directement et dire, bah voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, prendre le mannequin en bois ou comme je t'ai déjà vu faire, le faire directement sur la personne, prendre le bout de tissu, tu fais, non, tu vois, tu mets là, tu mets ci. On peut très vite se transformer un peu en momie, on va dire. Oui. Ça, c'est un retour d'expérience. J'ai déjà vu quelques bénévoles. Genre, attends, bouge pas, là, j'ai le truc qui est là, avec l'épingle. Mais du coup, c'est du modelage directement sur le corps, en fait. Alors, on fait pas trop, on appelle ça du moulage, on n'en fait pas tellement, mais par contre, dans le patronage, moi, tel que je le travaille, moi, j'ai une formation à la fois industrielle et à la fois artisanale, et je fais un peu un mix entre les deux. C'est-à-dire qu'on va repartir, je vais dans du technique, mais tu me branches là-dessus, donc j'y vais. On va repartir d'une base avec des mensurations qui viennent de tableaux de mesure, les tailles 36, 38, tout ça, là. Et puis, on va faire des essayages en toile. Donc, c'est pour ça que tu parles de momie, parce que souvent, le tissu d'essayage est clair, une couleur écrue. Et donc, avec ça, donc, effectivement, la personne va l'enfiler. Et puis, moi, je vais faire les retouches avec les épingles. Et à partir de ça, la personne va pouvoir faire son patron à ses mesures. Et donc, c'est passé par une phase d'essayage. D'accord, très bien. Et du coup, c'est quoi le truc, le projet qui t'a dit waouh, le projet que quelqu'un a fait avec toi et que tu t'es dit waouh. Celui qui t'a marqué le plus. Celui qui m'a poussé dans mes retranchements. Ouais, ou alors celui qui t'a dit je suis tellement contente d'avoir aidé cette personne, ou tu peux les deux, hein. Soit je suis tellement contente d'avoir aidé cette personne, ou là on a vraiment été chercher la difficulté, quoi. Alors je pense que c'est pas franchement alors c'est plus en termes de conception, c'est-à-dire en conception, ce qu'on appelle conception, c'est comment on va tailler les pièces, donc le patronage, mais c'est aussi comment on va faire de l'assemblage. Et je pense que le truc qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'est le sac à crêpes. Le sac à crêpes. Alors, le fameux sac à crêpes de Hervé. C'est ça. Ah, il faut explique alors. Il y a besoin d'explications là. Oui, alors Hervé, c'est un bénévole. Je pense que tout le monde voit ce que c'est qu'une crêpe. Tout le monde voit ce que c'est qu'un sac. Alors moi, un sac à crêpes. Je l'ai déjà vu, le sac à crêpes, et je peux confirmer, il est bien utilisé. S'il a été très dur à faire, au moins il est très utilisé. Disons que l'objet en lui-même a l'air tellement simple, mais finalement, donc si vous voulez, c'est un sac pour pouvoir transporter des crêpes, donc crêpes qu'on plie en deux, et donc c'est un sac qui est en demi-lune et qui est en épaisseur. Voilà, donc ça crée un volume, faut imaginer, une demi-lune en volume. Et en fait, il faut à la fois que ça maintienne en température, que les matériaux utilisés puissent toucher, que ce soit des matériaux dits alimentaires. Alors, il y avait un système aussi avec une fermeture éclair, mais montée en demi-lune, il fallait qu'il y ait des anses, etc. Bon, bref, c'était quand même un sacré bazar. Et on a fait...
on a fait, donc j'ai accompagné effectivement Hervé dans ce prototype, mais j'aurais vraiment aimé qu'il puisse en refaire un pour qu'on puisse améliorer le truc. Voilà. Ah, d'accord. Mais c'est une excellente idée. Moi, je prends des crêpes tous les mercredis. À Saint-Martin, peut-être là aussi, vous utilisez du coup le sac à crêpes. Je sais pas. Alors, non, je crois qu'Hervé les fait lui-même. Ses crêpes, oui. Il fait lui-même ses crêpes. D'ailleurs, il arrivait Ok. avec ses crêpes pendant les cours de couture. C'était délicieux. Sympa. hein. Ouais. C'était délicieux. Mais du coup, c'est pour ça que je connais le sac à crêpes. Fameux sac à crêpes. Après, je n'irai pas plus sur les créations d'Hervé. Ça, c'est le clin d'œil de l'atelier, en Le effet. clin d'œil des initiés. Je te le dirai en off si tu veux. Ok. Du coup, vous avez combien de bénévoles? Alors, on a combien de bénévoles? Ça, c'est une sacrée question. Actuellement, on peut dire qu'on a une quinzaine de bénévoles. Bon, je pense qu'on est même monté à une vingtaine de bénévoles cette année. Mais on n'a pas énormément de bénévoles qui sont là vraiment régulièrement. On va avoir des personnes... Alors, si, régulièrement, on a quand même un sacré conseil d'administration. Ils sont 6 qui est là quand même, qui est présent... quasiment au quotidien, voilà, et qui nous file un sacré coup de boost. Donc maintenant, on est deux salariés quand même à l'association. Voilà, et après, sur le reste des activités, c'est vraiment du ponctuel encore. Voilà. Mais si, on partage avec Sapristi une super bénévole. Nadine Nadine, voilà. Si tu nous écoutes, Dédicace à Nadine. Voilà. Dédicace. Qui est fidèle au poste toutes les semaines et qui est super. Voilà, on aimerait avoir plein de Nadine. Plus de Nadine pour l'année Plus prochaine. de Nadine. Oui, et d'ailleurs, elle est sur les photos Insta que vous avez fait avec dans la braderie avec Freak Out. Oui, exact. Donc elle est bénévole là-bas aussi. Enfin, Elle est aussi bénévole à Freak Out, tout à fait. aussi. Oui, Ah bah mince. en plus. Voilà. Après, voilà, il y a du monde qui va se mobiliser sur les événements. Il y a du monde qui va être présent, donc un petit peu à la boutique aussi, mais pas suffisamment en tout cas. Et après, si là où on a quand même pas mal de bénévoles qui viennent, mais c'est sur l'atelier réparation. Donc, l'atelier réparation, c'est un atelier qui existe depuis un peu plus d'1 an maintenant. Donc on se retrouve le vendredi matin. Quand on a fait du tri, il y a des vêtements on se dit c'est quand même dommage parce qu'il manque quand même pas grand-chose pour qu'on puisse les remettre en rayon. Et donc c'est à cet atelier qu'on va recoudre des boutons, qu'on va des fois transformer une chemise qui va avoir un col crade. On va virer le col et on va garder juste le pied de col pour faire un petit col Mao. Enfin voilà, on va faire des petites transformations, broder pour recouvrir des taches, etc. Et donc ça, on a aussi des gens qui viennent assez régulièrement sur cet atelier, même si on ne sait pas franchement très bien coudre. C'est plus un atelier d'entraide, d'idées aussi, parce que la couture, c'est pas que un savoir-faire avec les mains, c'est beaucoup des idées et de la créativité. Ok. Et du coup, les dons. Du coup, on peut t'apporter des dons de vêtements. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut t'apporter? Qu'est-ce qu'on peut pas t'apporter? Alors, nous, on récupère tout. On récupère tout ce qui nous habille, c'est-à-dire des vêtements, des accessoires. On récupère aussi des bijoux, des chapeaux, des sacs, des godasses, de la lingerie, tout ça. On récupère tout, quel qu'en soit l'état. Après, merci aux personnes qui nous rapportent des choses qui ont été lavées, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas faire nous. Donc, c'est sûr que si quelqu'un qui ramène des fringues qui sentent pas bon ou qui sont vraiment dégueulasses, bah, ces fringues-là vont de toute façon repartir au relais et après vont partir dans des filières de recyclage qui nous semblent quand même encore assez obscures. Voilà, en tout cas, ça quitte le territoire. Donc, je vais dire, pour les personnes qui ont envie de faire vraiment un geste à la fois écologique et à la fois pour de solidarité, c'est d'amener des vêtements propres. Voilà. Parce que du coup, si je te ramène un jean qui a craqué aux cuisses, ce qui n'arrive jamais, hein, alors après, quoi, ça va être quoi son chemin en fait, ça va être quoi son chemin? Alors un jean, c'est quelque chose qu'on va pouvoir. Alors même s'il n'est pas en bon état,
Si c'est un jean qui n'a pas de stretch, c'est-à-dire un jean qui ne va pas s'étirer, ça c'est quelque chose. On est en train de composer ce qu'on appelle une matériothèque. Donc c'est-à-dire, alors c'est pas nous qui appelons ça comme ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus dans les recycleries. C'est-à-dire qu'on on est en train d'investir une partie de l'atelier et de classifier un peu des choses qui nous arrivent, des matériaux qui sont cousables, qui ne sont pas forcément du textile, mais qui peuvent être utilisés après qui peuvent être réutilisés en tant que matière première. Donc par exemple, le jean est une matière super intéressante. Moi personnellement, que je trouve super belle parce que j'aime le bleu et j'aime aussi c'est ce qu'on peut réussir à faire en faisant des patchworks, en faisant du travail de couleurs. Et en plus de ça, c'est une matière qui peut être costaud, qui peut servir à faire tout un tas de choses sans que ce soit un pantalon. Voilà. Donc ça, c'est en train de se construire petit à petit. Donc il y a des matériaux, il y a par exemple les t-shirts aussi. Les t-shirts, c'est quelque chose qu'on va récupérer en masse. C'est pas forcément les t-shirts qui ont des trous. Ouais. Parce que j'en ai pas mal, moi. Ouais. J'ai un super t-shirt sur Rage Against the Machine que j'avais au lycée. Et il y a un méchant trou en dessous de la Faut manche, là. Bah, je vais... tu le répares. Je passerai, alors, du coup. Lave-le d'abord, lave-le, et après... Par contre, j'ai pas retenu où est exactement le local. Alors, juste, si tu as besoin de réparer ton t-shirt, nous, on va pas le faire pour toi. Nous, on peut t'apprendre à le faire. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais non, on fait préfère. pas... Je donne vraiment cette... Enfin bref, on a souvent des demandes de gens pour des retouches. Ça, on le fait pas. Alors, mais répare-le, franchement. si la sérigraphie est encore en bon état, répare-le. Et alors, donc... pas terrible, mais bon. Oh, c'est pas grave, c'est Rage Against the Machine, ça va, ça passe. Ça fait destroy. C'est vrai, c'est vrai. Vive le grunge. Et après, où nous retrouver donc on est 6 rue Monseigneur Graveran. La rue Graveran, c'est une petite rue brestoise qui se situe entre l'église Saint-Martin et la rue de Quatergeven. Donc c'est une rue qui est parallèle à la rue Jean Jaurès, à peu près au niveau de l'espace Jaurès. C'est juste à côté du comics. Exactement, c'est la rue du comics. Ouais, Ce n'est pas la rue des Fauvettes, c'est la rue du comics. Tout à fait. J'ai vécu à Saint-Martin, donc je connais. Je savais que tu saurais. Écoute, est-ce qu'on ne partirait pas en petite balade musicale, nous ? Est-ce que tu es d'une humeur rock'n'roll, Anaïs ? Bah écoute, j'étais pas super bien, mais maintenant ça va, je suis punchy là. Ah ouais ? Ouais. Donc, je vais passer... Et après, on aura un Sagaz à Sapristi. Ouais. Le dernier de Baptiste. Alors, j'ai trouvé une compile de rock qui s'appelle Rock Party. Et c'est plutôt du rock des années 60. Et donc, c'est assez vieux et c'est vachement cool. Et du coup, on va s'écouter regarde. Jailhouse Rock, que tout le monde connaît. Hein. Bien sûr, évidemment. Sax
Et vous nous voilà de retour après cette magnifique chanson Jailhouse Rock de Lieber et Stoller, qui ne se prononce absolument pas comme ça, mais c'est pas trop grave. Et maintenant, la rubrique tant attendue, ça faisait longtemps, Baptiste est de retour. Est-ce que ça gaze à Sapristi, Baptiste ? Bonjour. Bonjour. Ça marche ? Ouais. Tu m'entends. Ouais, ça gaze. On envoie la musique ? Allez. Et c'est parti. Version karaoké ? Parfait. Mon Dieu. Un peu fort. Ils osent tout. Bon, pardonnez-moi si cette chronique est personnelle et peut-être un peu longue. Je risque de sentir certains regards pesants sur moi. Mais dites-vous que c'est ma dernière. Je vois pas de qui tu parles. Le 19 juin 2019, il y a 5 ans, peu après mon arrivée sur Brest, je posais la première brique d'une aventure incroyable en créant l'association Le Projet Sapristi. Sapristi, c'est pas de l'aérospatial, c'est un projet simple, motivé par un double constat. La musique, faut vraiment que je m'y fasse, c'est terrible. C'était ton idée, hein. Ouais, j'assume. Double constat, je disais, donc trop souvent les personnes en situation de handicap n'évoluent pas dans un contexte professionnel épanouissant et bienveillant. Et l'autre constat, c'était que le livre et la culture étaient de merveilleux leviers d'inclusion. C'est un projet qui est largement inspiré de la librairie entreprise adaptée au livre, où j'ai réalisé de nombreux stages dans mon Flers natal. On avait déjà parlé de Flers, vous vous rappelez ? Oui, c'est bien. Donc c'est bien d'avoir l'envie d'un projet comme ça, encore faut-il la concrétiser sur un terrain inconnu et particulier, celui de Brest, sous la bruine brestoise. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Au début, ça devait s'appeler Saperlipopette, puis j'ai pensé à Saperlotte et c'est devenu Sapristi, un nom qui plaît et qui marque, n'est-ce pas ? Oui. C'est une chronique un petit peu interactive, vous remarquerez. D'accord, J'ai déjà mis de la musique, là, je suis à fond. J'ai bientôt fini. Il faut savoir qu'une librairie associative et solidaire, c'est un projet qui plaît, qui séduit. Alors naturellement, une équipe de bénévoles s'est constituée et s'est mobilisée. Surprenant quand on se rappelle qu'au début, on n'avait pas de locaux. Il a fallu franchir les étapes telles une petite mangouste, trouver un local de stockage, collecter des livres, la recherche de financement, puis vint le moment d'ouvrir la boutique en décembre 2020, donc en plein Covid. Oui. Le projet a reçu un accueil plus que chaleureux du grand public et tout s'est enchaîné. Alors je vais pas refaire tout l'historique nous menant à l'ouverture de la seconde boutique à la PAM, ce serait long, il s'en est passé des choses, des belles choses. C'est vrai. Mais simplement axer cette chronique sur les personnes qui rendent tout ça possible. Les bénévoles, il y a près de 200 personnes je pense qui ont gravité autour du projet, les clients, les partenaires, les copains de Sapristi. Je sais plus, je crois que je le disais à Mina hier, c'est vraiment une histoire qui a dépassé toutes mes attentes, clairement. Je m'attendais pas à tout ça, c'est l'aventure humaine d'une vie. Et comme je vous le disais à vous hier, je pense que vous en avez marre que je vous le dise, mais j'adore reprendre Barbara. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Oh. Et c'est vrai. Donc, moi, je prévois de partir de Sapristi. Alors, si aujourd'hui la page se tourne pour moi, Sapristi restera éternel. C'est un livre sans fin et c'est grâce à vous. C'était ma dernière chronique. Ciao. Au revoir, Baptiste. Wow. Même pas de larmichette, quoi. Ouais, même pas de larmichette. Non, mais j'ai eu le temps de m'y faire. Et puis la musique, tu sais, c'était punchy. Donc, c'est la musique à tout faire. Hein. Et moi, j'étais responsable de la musique, donc... Salut. Salut. Bon, comment reprendre le cours de cette émission maintenant ? Oh là là. Bon, Erwan, ça t'inspire quoi, ça, toi comment tu te sens ? Là, c'est bon, ça va ? Moi, ça va, mais Sapristi, ça représente beaucoup pour moi aussi. J'ai vécu énormément de choses. Je suis passé par à peu près toutes les émotions à Sapristi, donc bon. Bon, bah écoute, on va retourner à nos moutons, revenir à la normalité. Ok, des moutons qui font de la laine, qui permettent de faire des vêtements. Oh putain, je trouve qu'il est génial. La transition. La transition est ouf. Ça, c'est des années de pratique de la radio. Hein, pour ça. Du coup, nous disions qu'on faisait des ateliers sur mesure, les dons. Oui, du coup, sur le Telegram, tu t'es fait interviewer par Telegram en mars dernier. Et tu partis sur un questionnement sur le vêtement et ça m'avait intéressé et j'aimerais bien que tu te développes un petit peu. Alors, j'ai marqué, c'est quoi un vêtement ? Alors, j'ai plus du tout souvenir de ça, moi. Alors, elle pose des questions, mais justement, il n'y a pas les réponses, en fait.
C'est quoi un vêtement? Eh ben, c'est une sacrée question. Ouais, alors, Je dirais que c'est un déguisement, moi. Oulala. Non? C'est une question que tu me poses, c'est quoi un vêtement? Alors, c'est quoi un vêtement? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que ça dit de nous? Ok. Vous avez 4 heures. Alors, il y a des gens dont c'est le métier de travailler là-dessus et ils y mettent leur vie. Il y en a pas beaucoup, ceci dit. C'est vrai que, alors, ce que je peux quand même commenter là-dessus, c'est que est-ce que peut-être je peux sortir un des bouquins que j'ai. Je t'en prie, vas-y. J'ai amené. Oui. Ok. Alors moi, sur cette question-là, je pourrais vous parler vous parler rapidement parce que je suis pas scientifique ni critique littéraire d'une historienne que je trouve assez percutante. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup percutée parce que moi, j'ai étudié le costume, j'ai étudié l'histoire du costume. Quand on étudie l'histoire du costume, on étudie, voilà, à telle époque, tel roi portait ça, donc tout le monde portait ça, ou à peu près, en tout cas les nobles, etc. Et donc, effectivement, un vêtement, on apprend le vêtement par le biais de comment on habille le corps, comment on se vêtit, comment on se tient chaud, comment on montre notre rang social, etc. Alors Christine Barr, elle est historienne. Elle est historienne encore aujourd'hui. Je crois qu'elle est à la fac de Angers. C'est une historienne qui travaille sur les questions du féminisme, historienne du féminisme et de l'antiféminisme, et aussi à la notion de genre. Et dans ses recherches, elle s'est attachée à se questionner sur le pantalon. Elle en a fait un bouquin qui s'appelle «L'histoire politique du pantalon». Voilà, donc moi, ce bouquin m'a beaucoup touchée, on va dire, parce que généralement, on va parler de quelque chose, effectivement, de sociologique, mais rarement de politique. Et or, elle part du fait que le vêtement est politique. Le vêtement dit quelque chose de nous, mais aussi de notre situation dans la société. Donc, effectivement, le vêtement va décrire, même si aujourd'hui, on peut retrouver le même type de vêtements, par exemple, un t-shirt. Tout le monde dans notre société va porter un t-shirt. On parlait de ça d'ailleurs à l'assaut il n'y a pas longtemps. Sauf qu'il y a des t-shirts qui vont coûter 400 balles et qu'il y a des t-shirts qu'on va trouver à Primark. Ça me fait penser à un épisode, c'était à l'Assemblée, je crois, c'était Cécile Duflot qui était arrivée en robe et ça avait fait un scandale, quoi, parce qu'elle portait une robe à l'Assemblée. Alors, c'est ça, et voilà. Et en fait, ce que Christine Barr raconte dans ce bouquin, ce qu'elle décrit dans ce bouquin, en fait, sur l'histoire politique du pantalon, elle décrit la conquête du pantalon par les femmes. Et elle analyse le pourquoi cette conquête a été si compliquée. Sachant que donc elle explique en gros ce que représente le pantalon. Ce que représente le pantalon est un vêtement ultra genré. Voilà, au 19e, le pantalon se porte depuis la fin du 18e siècle. Ça a été d'abord un vêtement, le vêtement des révolutionnaires, puisqu'avant les nobles portaient la culotte, donc quelque chose de plus court, de très saillant, de très moulant. Au 19e siècle, c'est le pantalon de la bourgeoisie, donc en rupture avec la noblesse, mais c'est surtout le pantalon des hommes. Et ce qu'elle raconte aussi de fort, c'est que ce vêtement permet aux hommes de se mouvoir librement, puisque c'est une pièce de vêtement fermée. Et opposé à ça, nous avons la jupe. La jupe qui est un vêtement ouvert, qui laisse accès à la femme. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle dit que son histoire est politique, parce que ça a été la conquête pour les femmes à arriver à porter ce vêtement malgré des lois même qui ont interdit le port du pantalon aux femmes. Il y avait une loi, il me semble, il n'y a pas si longtemps, il y avait encore une loi qui interdisait aux femmes de porter le pantalon, je ne sais plus dans quelle ville ou dans... À Paris. À Paris, oui. À Paris, il était interdit. Complètement dingue. Et c'était encore il n'y a même pas 10 ans. Il me semble. Alors en fait, cette loi, c'est une ordonnance effectivement préfectorale qui date de 1800, qui interdisait aux femmes de se travestir en hommes et aux hommes de se travestir en femmes. Et plus précisément, il interdisait le port du pantalon aux femmes. Tout ça, c'est aussi à l'époque du Code civil fait par Napoléon.
qui, au passage, autorisait les violences conjugales. Voilà, Oui, donc oui, c'est non. pour ça, pour dire un petit peu la portée, la portée de la vision qu'on avait envers les femmes à cette époque-là. Et effectivement, cette ordonnance, alors je me demande même si Christine Barre n'a pas fait partie des personnes qui ont demandé le retrait de cette ordonnance. Et la réponse a été, on s'en fout de toute façon, on l'utilise plus. N'empêche qu'elle existe toujours. Alors, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle n'a pas été abrogée. Je crois qu'elle a été radiée parce que Ouais. justement, c'est là que, en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, cette ordonnance existait, qu'elle était totalement désuète, mais qu'en fait, elle était là, quoi. Du coup, ils l'ont rayée d'un trait de plume, il me semble. On pourra vérifier. Et qu'ils l'ont rayée d'un trait de plume en disant c'est bon, c'est fini. Mais du coup, ça laisse des lois un peu absurdes comme ça qui sont remises au fond du placard et qui sont des restes, des vestiges du passé. Et Mais tu qui restent parlais justement, encore une fois, de la... là, c'est moi qui vais sortir le côté historique. Est-ce que tu connais un livre qui s'appelle Eratum? Non. C'est un livre sur le... C'est un homme qui travaille, qui a travaillé dans la mode et qui aussi travaille dans les... il regarde les... 1, 2, 3. Il regarde les films historiques et comme il est spécialiste du costume, il regarde ce qui cloche dans les costumes historiques. Mais parfois, il dit, en fait, on projette notre présent sur les costumes historiques. Parce que, par exemple, si tu veux représenter Marie de Médicis, par exemple, qui est... attends, Marie de Médicis, c'est la... 16e. Ouais, enfin... Merde, j'ai un trou. C'est la femme d'Henri IV. La femme d'Henri IV, voilà. Donc, Marie de Médicis, c'est la femme d'Henri IV. Il y a une des reines de France. En fait, il fallait porter des talons hauts. Plus tu portais des talons hauts, plus tu étais noble. Ok. Donc, en fait, elle se retrouve avec des échasses pas possibles. Et attention, là, vous allez voir que franchement, si on fait ça dans un film, ce n'est pas possible. Du coup, elle était tellement sur des échasses qu'elle était absolument pas stable. Du coup, elle avait besoin de personnes de petite taille qui lui servaient de... comment dire, d'échasses. Okay. Voilà, Soutien. de soutien. Ouais. Qui étaient là juste pour la soutenir en fait et du coup elle se servait d'eux pour avancer. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait dans le costume historique en fait on ne peut pas tout représenter tout le temps en fait parce que ça ne passerait plus maintenant à notre époque pour de très bonnes raisons. Pourtant si on veut représenter cette reine de France, je crois que c'est Marie de Médicis mais je ne suis plus sûre, et ben en fait il faudrait faire ça à l'exactitude près ça en fait. Sauf que ça passerait plus en fait. Du Normal. coup, il y a... Pardon ? Normal. Oui, normal. Donc, il y a une espèce de revisitement. Voilà, on va inventer un mot. Parce que je ne vais pas dire révisionnisme, parce que c'est très connoté. Mais en fait, c'est juste là, pour le coup, du bon sens, en fait. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses dans son livre, notamment... où il va prendre toutes les... et des fois aussi, il parle des approximations on va dire artistiques des personnes qui font justement les fictions historiques. Je veux dire, mais pourquoi ils ont fait ça? Ça n'a aucun sens. Il a fait ça sur les 3 Mousquetaires, par exemple. Expliquer que il avait Milady. Il avait beaucoup décrypté le personnage, le costume de Milady, en fait. En expliquant que ça se discutait, qu'elle n'aurait jamais fait tel ou tel ça, parce que si et ça, en fait. Et il a fait ça aussi sur le Marie-Antoinette de... Sofia Coppola? Non, l'autre, celle Maïwenn. Ok. Voilà. Après disons que un costume représenté, enfin un vêtement représenté par le biais que ce soit un film, une pièce de théâtre, c'est pareil, on pourrait très bien dire les gens au XVIIIe siècle ne parlaient pas avec cette langue-là. Mais on adapte d'une part, mais c'est aussi, ça fait partie de la créativité, ce qu'on a envie de transmettre. Les films historiques ne sont pas des reconstitutions historiques. Alors après, c'est intéressant. En tant que costumière, moi
justement, c'est aussi ce qu'on apprend quand on apprend réellement. Alors, réellement, après, c'est pareil, c'est des recherches scientifiques qui ont d'ailleurs très peu lieu en France, parce qu'en France, on s'en fiche un petit peu de ce côté. On est très peu conservateur sur le vêtement. On attache peu d'importance, ça s'améliore. Mais en tout cas, on apprend, on découvre, on cherche ce qui existait, ce qui se faisait, comment le corps était modelé quand il s'agit encore une fois des nobles, puisque dans la paysannerie, etc., c'était pas la même chose. En tout cas, on cherche à avoir ces connaissances-là pour aussi s'en émanciper. Et c'est dans cet espace-là qu'on a notre créativité. C'est-à-dire que si on a envie de représenter, alors je ne sais pas comment Maïwenn a représenté Marie-Antoinette, mais... Non, c'était Madame du Barry, pardon. Ah ok, d'accord. Madame du Barry, ouais, je ne l'ai pas vu ce film non plus. Non. Mais moi, je pourrais le dire notamment, c'était... le film La Reine Margot de Patrice Chéreau. C'est pareil, la Reine Margot n'aurait jamais porté ses cheveux longs comme ça, ses cheveux débraillés, mais ça faisait partie du personnage. Apparemment, ça a été aussi une demande d'Isabelle Adjani. Exactement. Mais ça faisait aussi partie du personnage et de la folie, quelque part, de ce personnage, alors que dans la réalité, peut-être qu'elle n'a jamais porté ses cheveux longs. C'est exactement ce que je voulais dire. Et du coup, ce sera la fin de notre petit débat, puisque Erwan vient de nous acheter un petit CD. On reprend après. Et à 10h40, nous reprendrons après. Le truc, c'est qu'on est à la radio, donc il faut quand même mettre un peu de musique, quoi. Pardon, excuse-moi. Non, mais c'est bon, c'est pas grave. Je suis tombé sur un album de Radiohead, donc je vais passer du Radiohead. Merde. Been hanging around for days. Comes like a comet, suck at you but not your friends. And they'll get to you and teach you how to be a whole. Can you do it to yourself? You do. And that's why redheads, you do it to yourself. Sympathy hanging at the 15th floor. Change like 3 times, I still come reeling through the door. One day I'll get to you and teach you how to get to pure rest. Hell, you do it to yourself, you do. And that's why you do it to yourself, just you. You and no one else, you do it to yourself. Do it to yourself.
Et nous revoilà sur Radio Sapristi, sur Fréquence Mutine. Voilà, c'était donc Radiohead avec la chanson Just sur l'album The Band. Voilà, mais je suis désolé, hop. Mais tu n'as pas à être désolé, mon cher Erwan. J'avais oublié ton micro encore. Ah, bah là, t'as le droit d'être désolé, par contre. Ouais, mais là, il est allumé, donc c'est bon. Bon, bah voilà. Bon, ça suffit, les chamailleries, là. Bah, écoute, on est entre nous. Il nous reste un petit quart d'heure. Est-ce que tu aurais un petit livre à nous présenter? Je vois que tu as le cœur des zbobs. Le cœur des zobs. Oui, alors ça, c'est complètement... Ah, mais je dis zbob depuis tout à l'heure. Ouais. Alors, ça permet de lier deux trucs, en fait. Oui, alors là, du coup, on parle pas forcément de vêtements. Mais par contre, c'est... Alors, pourquoi j'ai ramené ça? Puisque déjà, l'auteur est venu à La Pince en mars dernier faire une dédicace de ce bouquin. Ok. Voilà. Et pourquoi il est venu nous voir à La Pince? Parce que on travaille en partenariat avec l'association Ardécom 29, ou appelé aussi collectif Thomas Boulou. Alors, Thomas Boulou, c'est un collectif, c'est pas un monsieur, même s'il y en a des Thomas Boulou. Ça vient du breton. Thomas Boulou, ça veut dire les boulots chauds. Voilà. Alors, les boulots chauds, de quoi ça cause? Ça cause de contraception testiculaire. Donc là, on change complètement de sujet. Et pourquoi La Pince? Parce que on s'est rencontrés avec le collectif Thomas Boulou autour de la fabrication d'un dispositif de contraception testiculaire qu'on peut coudre soi-même. Car oui, messieurs et ceux qui ont des testicules peuvent se contracepter eux-mêmes, et on peut se contracepter soi-même, et on peut en plus le vérifier. Waouh, encore une chance qu'ont les hommes par rapport aux femmes. Et alors, le cœur des zobs raconte le parcours de son auteur, Bobika, autour de la contraception. De sa contraception à lui. Voilà. C'est une petite BD assez drôle et réjouissante. Lui, à la base, il est dessinateur plutôt humoristique. Il fait, il a un compte Instagram, il fait des chroniques sur un truc qui s'appelle Matin. Voilà. Et donc, c'est complètement personnel et réjouissant. Et donc, ça raconte à la fois toutes ses recherches. Déjà, pourquoi un jour il s'est réveillé en disant tiens, je vais essayer de me contracepter. Oui, pourquoi? Mais oui, pourquoi? Pourquoi pas? En fait, la contraception n'est pas essentiellement une affaire de femmes. On peut dire que quand on fait un enfant, c'est l'affaire de deux personnes. Donc quand on ne veut pas faire d'enfant, ça peut être aussi l'affaire de deux personnes. Alors lui, ce qui s'est passé, c'est que dans son couple, sa nana en avait par-dessus la tête, avait pas mal de problèmes avec ses moyens de contraception à elle, et il s'est dit tiens, moi, c'est compréhensible. C'est compris, voilà. Et il s'est dit alors, je sais plus si c'est lui qui s'est dit ou si c'est elle. Les dessins sont assez drôles. Enfin, oui, tout est assez fun. Mais il dit pourquoi c'est pas toi qui prendrais la pilule, c'est ça? Ouais, je sais plus. Je sais plus. Ouais, si c'est ça, c'est elle qui lui dit. C'est exactement elle qui lui dit. Elle lui dit voilà, moi je serais d'avis que ta voie lactée soit un peu moins étoilée. Alors à partir de maintenant, la contraception, on va la gérer tous les deux. Voilà. Et donc là, il est parti aller chercher. Contraception. Comment on fait? Et en fait, il a découvert qu'il y a des hommes qui font ça depuis longtemps. Et voilà, il y a même des chercheurs. Il y a un chercheur en France qui était andrologue. Je dis était puisqu'il est parti en retraite. Qui était andrologue et qui a passé sa vie à faire de la recherche là-dessus. Il n'est absolument pas connu. Il a développé un dispositif qui n'a jamais été commercialisé. Donc pourquoi? Peut-être parce que c'était pas suffisamment intéressant. Peut-être que ça a évité de faire vendre des pilules aux femmes. Je ne sais pas. Peut-être qu'on s'est contenté de se dire que c'était surtout un problème de nana. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Donc ça parcourt un peu tout ça. Donc les différentes formes de contraception. Et le petit plus quand même du bouquin, c'est qu'à la fin, il y a un tutoriel pour apprendre à fabriquer soi-même un dispositif qui s'appelle le jockstrap.
Alors, je peux vous expliquer comment ça marche. Vous voulez que je vous explique ou pas? Mais il reste 10 Oui, minutes. oui, moi, moi, je je vois suis les très images. curieux, y a pas de souci, Je t'avoue que j'ai Ok. besoin d'explications là. Alors, le principe là, c'est un principe qu'on dit thermique. Pourquoi? Parce que Ok. je vais essayer d'expliquer ça au mieux. Regarde Erwan droit dans les yeux quand tu dis ça. Quoi Moi, ça va, je non, concerne. non, mais je comprends le principe parce Et que sans si les les gestes. testicules sont à l'extérieur, c'est pour refroidir. Et en fait, donc si tu réchauffes, c'est moins fertile sans doute. Exactement, c'est exactement Voilà. ça. Donc le but, c'est de pouvoir faire remonter les testicules à l'intérieur du corps, qui est quelque chose qui se passe dans la vie quotidienne, ou presque, des personnes qui portent des testicules, quand on fait du vélo, Alors apparemment, il y a pas mal de personnes qui pratiquent le tracteur qui disaient aussi que c'était quelque chose qui leur arrivait. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas un problème. Voilà. Qui n'est pas un problème. Les testicules peuvent remonter dans le corps sans que ça fasse mal, sans que ce soit bizarre. Alors, les hommes qui font ça, qui le pratiquent quotidiennement pour se contracepter, disent qu'au début, effectivement, c'est une nouvelle expérience corporelle, mais qu'on s'y adapte facilement. Voilà. Donc le principe, c'est qu'on passe le pénis et ce qu'on appelle le scrotum, c'est-à-dire la peau des couilles, dans un anneau. Voilà, un anneau qui est, rassurez-vous, fabriqué pour être tout doux, tout agréable, qui peut être aussi en silicone. Voilà, on passe ça et en fait, on remonte l'anneau le long du pénis et en fait, juste ce geste va faire remonter les testicules à l'intérieur du corps. Le jockstrap, lui, il est là. Alors, ce qu'on appelle un jockstrap, ça vient de l'univers, apparemment de l'univers gay, qui est une forme de slip où c'est presque un string, mais c'en est pas un parce que la ficelle ne passe pas dans les fesses. En fait, c'est un système d'élastique. On a un élastique à la taille et on a des élastiques autour des cuisses pour avoir juste le paquet de devant qui va être recouvert. Voilà. Il est 11h, vous nous écoutez sur Fréquence Mutine. Comme Bonjour. dirait- alors, un matin, c'est une tartine, un café et un strip. Voilà, je crois qu'on y est, c'est Alors, bon. alors, tout à l'heure, il y a eu la question, c'est quoi un vêtement? Quand on travaille le vêtement, on travaille aussi beaucoup autour du corps de la personne. Et en fait, on rentre dans la sphère de l'intime. Tout à l'heure, quand on parlait des essayages à la pince, à chaque fois, dans ce geste-là, moi, je rentre dans l'intimité de la personne. Et en fait, donc, nous, à la pince, avec le collectif Thomas Boulot, il y a le collectif vient faire, donc c'est tous les premiers mercredis du mois, une permanence, c'est-à-dire que c'est de l'info sur les différentes méthodes de contraception. Et moi, à côté, à la pince, donc on est dans l'atelier, on accompagne les gars et les filles qui ont des testicules à fabriquer ce dispositif. Donc, je reviens sur l'histoire du jockstrap. En fait, le jockstrap, c'est tout un système d'élastique qui va aider à maintenir l'anneau en place. Il existe aussi des anneaux qui sont faits en silicone. Ça, nous, on le fabrique pas à la pince parce qu'on n'a pas le matériel. Voilà. Mais donc, on peut le fabriquer et surtout, ce qui est intéressant, c'est de le faire à ses mesures. Voilà. Alors, ce dispositif a été complètement conçu par des personnes qui ne sont ni des chercheurs, ni des couturiers, ni des couturières. Enfin, si, avec un petit peu de dextérité là-dedans, évidemment. Mais en tout cas, c'est des gens qui ont eu cette envie de se contracepter. Mais est-ce qu'on peut attendre quelque chose de la recherche là-dessus? Parce que la recherche est totalement orientée aussi, quoi. Elle vient de... Non? Oui. Alors actuellement, ce qui est assez intéressant aussi et fort, c'est que dans le Finistère, on est en avance. Ok, La tête bien. en avant. Le collectif Thomas Boulot est un collectif, on va dire, relativement ancien dans cette recherche et dans l'information. Et je crois que c'est même eux qui ont mis au point ce jockstrap. Avant, c'était un slip. Donc, il y avait tout un système de slip. Mais comme on remet de la lingerie par-dessus, ça fait double slip. Donc, voilà. Donc, Thomas Boulot, ils ont fait ça. Là, à Brest, on a aussi 2 nanas d'école d'ingénieurs qui ont fait une année de césure et qui sont en train de mettre au point un dispositif où c'est juste un boxeur, donc toujours avec ce système d'anneaux, etc., mais qui par un jeu de tissage, de matières choisies, etc., et elle compte bien le commercialiser.
Voilà. Et donc, pour pouvoir le commercialiser, il faut effectivement que cet objet soit testé pour qu'il puisse être validé par les ça me compétences semble médicales. beaucoup plus simple que de se flinguer les hormones. En effet. Oui, Sinon, j'ai déjà eu pas mal de discussions là-dessus. Du coup, il y a aussi un truc qui est quand même beaucoup plus radical. C'est la vasectomie. Oui, tout à fait. Par contre, là, il n'y a pas de retour en arrière. Quoi. Ouais, c'est ça le truc. Alors, sur la vasectomie, non, c'est moins évident. Je crois que tu peux avoir un retour en arrière sur la première année. Ah oui. Voilà. Mais effectivement, alors, après, c'est avec engagement, quoi. Ouais. La première année, c'est sans engagement. On peut comparer la vasectomie à la ligature des trompes. Ouais. Voilà. C'est plutôt quand t'as plus envie de faire d'enfant, c'est plus quelque chose que tu vas imaginer dans ta vie. C'est le moment, quick. Oui, parce que... Mais du coup, est-ce que c'est juste en attendant? Ça, c'est une contraception de au cas où j'ai envie d'avoir des enfants. Ouais. Je l'enlève. Oui. Voilà. Alors que la vasectomie, c'est Oui, c'est ça. C'est plus définitif. C'est plus définitif. Ouais. Ouais. D'accord. Eh bien, écoute, merci. Avec plaisir. Il nous reste 4 petites minutes. Est-ce que nos 4 petites minutes, on discutait pas un peu avec Sacha? Sacha qui était notre stagiaire d'observation de 3e. De seconde. De seconde. Le t-shirt me trompe vraiment. Donc, présente-toi, je t'en prie, Sacha. Je m'appelle Sacha, je suis en seconde en art appliqué. Je suis pas à Brest, je suis à Savina, donc c'est à Tréguier. Je me souviens jamais du département, mais bon, c'est pas là, quoi. Et du coup, je suis stagiaire à La Pince et c'est ma 2e semaine là. Et ça va? Ça va, c'est cool. Qu'est-ce que tu fais? La semaine dernière, on a monté des meubles, on a fait du tri, on a fait un peu de réparation vendredi. Ok. Bon. Moi, il me restera plus qu'à vous remercier tous, puisque c'est notre dernière émission de l'année. Donc, merci à tous les invités qui sont venus. Oui, un grand merci à tous ceux qui sont venus nous voir. Beaucoup de personnes intéressantes. Exactement. Je te laisse, vas-y. Et on voudrait aussi remercier Baptiste pour avoir créé cet assaut magnifique. Merci. C'est pas toi, c'est lui qui... c'est lui qui dit merci, tu vois. Maintenant, de loin, il me dit merci. C'est lui. Merci à tous les gens qui sont autour de Sapristi, à La Pince, à tous les partenaires qui travaillent avec nous. On espère vous voir aux marinades. On sera présents aux marinades de vendredi. C'est génial. Il est vrai que ça commence à faire une sacrée équipe quand même. Je sais pas combien de centaines de personnes, mais... Voilà. On a croisé beaucoup de têtes ici, quoi. Et à Sapristi. Et on vous dit au revoir. C'est un au revoir très émouvant. Je vais balancer le générique, c'est bon, et on va pouvoir pleurer tranquillement. Ouais, j'ai l'impression de me sentir comme Valérie Giscard d'Estaing, mais pour ceux qui ont la ref. Au revoir. Bon, oui, c'est la fin de la saison et Salut. Peut-être qu'on se reverra. Oui, peut-être. Vous croyez donc appartenir à une aristocratie d'électeurs? Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, je ne sais pas si j'y appartiens. Je suis persuadé qu'il faut une aristocratie d'électeurs. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Que pensez-vous du livre de poche? Beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire, finalement, qui n'avaient jamais ressenti le besoin de lire. Qu'est-ce que je fais? Je peux le dégommer à l'arbalète, quand même. On les a amenés là, avant ils lisaient Nous deux ou La vie en fleurs. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Ce qui leur a donné une espèce de prétention intellectuelle qu'ils n'avaient pas. C'est-à-dire que avant les gens étaient humbles devant finalement la littérature, alors que maintenant, ils se permettent de la prendre de haut. Les gens ont acquis le droit de mépris maintenant, ce qu'ils n'avaient pas avant. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles!